Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 402 de Hunter x Hunter, et je sais pas pour vous, mais il m'a fallu un bon Doliprane après l'avoir lu, parce que, non pas que, alors il y avait beaucoup de blabla c'est sûr, mais c'était du blabla intéressant, c'est juste que, waouh, ma tête, hein, quand t'as l'habitude de lire des shonen assez classiques, assez simplistes on va dire, sans vouloir être péjoratifs, Hunter x Hunter, là, ça picote un petit peu. J'ai mis à peu près 24 heures après l'avoir lu et me décider de faire une review parce que j'avais vraiment du mal à analyser tout en détail. J'ai dû le relire, mais waouh, 7 ou 8 fois, ça m'a rappelé l'époque où je faisais des reviews d'SNK, c'était dingue. Mais il y a tellement de choses qui se sont passées en fait en l'espace de 20 pages là. Et il y a surtout beaucoup de choses à remettre en question et à analyser. Dans un premier temps, on a visiblement un accord entre le prince 3, 5 et 14, vous savez, il y avait la garde qui avait été voir Kurapika, ils nous avaient fait croire qu'ils n'avaient pas fait d'alliance, et je pense que finalement, enfin c'était sûr qu'ils en avaient fait, mais je pensais pas que c'était de cette nature-là, mais visiblement, oui, il y a un accord qui est passé entre les trois. Si jamais il reste que le 3, 5 et 14, alors le 5 et 14 abdiqueront, abandonneront en faveur du 3, qui deviendra donc le nouveau roi. Ça me pose plusieurs problèmes. Déjà, le premier, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je veux dire, est-ce qu'ils ont le droit de dire, voilà, bah en fait, non, on veut pas participer à la guerre de succession, on laisse notre frère ou notre sœur avoir le dessus et devenir le roi? Je pense pas. Pour moi, quand j'ai vu la guerre, pour moi, c'est soit tu meurs, soit tu deviens le roi. C'est tout. Y a pas d'alternative. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Donc, je pense que l'accord du 3-5-14, ça finira mal quoi qu'il arrive, et je suis convaincu qu'au fond d'eux-mêmes, ils le savent, que ils vont être alliés, ils vont se partager des infos et tout ça, mais que si jamais ils se retrouvent que tous les trois, c'est Bagdad. Ça va être la guerre ouverte, parce qu'il n'y a pas le choix. Tout est imposé depuis le début, genre, le 10e et le 11e, là, ils ont voulu quitter le bateau, et il y a eu des trucs qui les ont empêchés de le faire, donc t'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Et c'est sûr et certain que s'ils arrivent à bon port, et qu'il y a toujours d'autres princes en vie, plusieurs princes, il y en a qui vont mourir, ou ils vont peut-être tous mourir, genre tous perdre. Donc pour moi, c'est une évidence que ça ne marchera pas. Et puis bon, il y a aussi un truc qui m'a un petit peu, pas choqué, mais qui m'a surpris, c'est que malgré tout, je crois que c'est le 5e prince qu'on entend à un moment donné parler, où il explique que avec tout ça, quand il y a eu la cérémonie, le 4e prince n'est pas venu, et on sait qu'il avait discuté avec lui pour passer un accord. Ce qui veut dire que il était toujours en train de chercher à faire un accord avec le 4e prince. Donc il veut la faire à l'envers au 3 et 14e. Hein. Dites-moi si j'ai mal compris ce passage-là. Hein. Après, pour le 4, lui, il s'en fout. Il s'en fout réellement. Je pense qu'il est tellement focus sur le fait de progresser, de devenir de plus en plus fort, surtout qu'il a un potentiel de dingue. Le gars, comme le dit l'autre qui est avec lui, le garde là, ce qu'il fait en 6 mois, lui, il le fait en 1 jour. À un moment donné, il est sur le tapis de course, il joue à sa console, il discute stratégie pour gagner le pouvoir avec son garde, et en même temps, il arrive à passer en Zetsu en moins de 10 secondes. C'est un crack. Surtout qu'il y a un truc qui est un peu chelou, hein, c'est expliqué par le garde qui est là. Il a encore je crois que c'est dit qu'il a encore du nen, alors qu'il est en Zetsu où il a un pouvoir qui s'applique encore. Et ça, c'est pas possible. Le but du Zetsu, en fait, c'est de couper le nen. Donc, qu'il en ait encore, c'est totalement aberrant, ça ne va pas. Alors, comme il le dit, il y a des théories qu'on peut appliquer à ça. Peut-être, effectivement, qu'il s'agit de réminiscence, enfin, que c'est sa bête de naine qui a encore du naine en lui et qui lui transmet, possiblement. Tu sais, il a une sorte de batterie. Et quand il n'y a plus de naine, il fait « Oh bah tiens, j'en donne à mon prince, et puis voilà ». C'est possible. Et en plus, ça permettrait de... Tu me diras non, en fait, la bête de naine n'est pas liée. J'allais dire que ça permet à la bête de naine d'être toujours active, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de dégager du naine pour que la bête de naine soit active. Sinon, il serait peut-être déjà mort, lui. Mais bon, toujours est-il que si le 4e s'est pas pointé, à mon avis, c'est qu'il s'en bat les couilles de tout ça et qu'il est tellement focus sur le fait que, avec le pouvoir qu'il est en train de générer, il va plus avoir besoin des autres princes, il va gagner tout seul, enfin c'est comme ça qu'il le voit, que faire ami-ami avec d'autres, c'est pas vraiment ses priorités. Par contre, le garde là qu'on a vu, alors il y a très peu de gardes de ce que j'ai compris qui maîtrisaient le nen au début. Maintenant un peu plus évidemment avec ce qu'a fait Kurapika, mais lui il explique qu'il le maîtrise depuis la naissance. Est-ce que ce serait pas un indice pour nous dire que lui, il fait partie des gens que Beyond Netero a posé ici? Parce qu'on sait qu'il a posé 10 gardes, c'est comme ça que c'est expliqué, et que ces personnes-là maîtrisent le nen, enfin connaissent le nen depuis leur naissance. Ce serait bizarre en fait que... Enfin ça pourrait être une coïncidence évidemment, mais pour moi c'est un indice pour nous dire, lui, faut faire gaffe. Parce que lui, effectivement,
il est aussi le fils de Beyond. On a aussi quelques petites infos sur le troisième et le cinquième prince. Alors déjà, le troisième, il réfléchit à son pouvoir. C'est rigolo parce qu'en fait, ils connaissent pas leur propre pouvoir. Parce que lui, il donne des pièces, vous savez, qui sont censées porter chance, qui sont censées améliorer la puissance, en plus de ce que je me rappelle, hein, c'est vague. Mais il est frustré parce que il a l'impression que ça marche pas pour lui. Il le donne aux autres et les autres, ça les améliore, mais pas lui. Et ça, c'est abusé parce que sa bête de naine, elle a un pouvoir. C'est pas possible parce que le but des bêtes de naine, c'est de protéger les princes. Donc s'il donne des pouvoirs aux autres, indirectement évidemment, bon, après tu te doutes que le prince il les donne aux bonnes personnes qui sont censées le protéger, mais quand même, il doit y avoir autre chose derrière. Ou alors peut-être qu'à force de donner des pièces, à un moment donné, il va récolter quelque chose, vous savez, un petit peu comme, vous savez, des personnages qui... Je pense par exemple à Iwatch dans Bleach, il donne une partie de son pouvoir, et le pouvoir en fait il devient, il vient à maturité quand il est chez les autres, et ensuite il le récupère et il est encore plus fort. Là j'exagère un petit peu. Mais là, ça pourrait être pareil, il donne les pièces, ça porte chance, ça permet voilà d'améliorer, et ensuite après il récolte peut-être les fruits, un peu comme si vous mettez de l'argent en banque, vous savez, vous mettez de l'argent en banque, et l'argent, la banque le fait travailler, et quand il vous le donne en théorie, ça sera en avoir plus, là c'est peut-être pareil. Il donne la pièce elle s'améliore, et quand tu la récupères après, tu deviens plus fort. Moi je pense qu'il y a peut-être un délire comme ça. Et il y a le cinquième prince hein, qui est avec le garde, qui au moment de faire signer le traité de paix, il y a sa bête de naine qui apparaît, et qui redisparaît juste après. Il y a forcément un truc. Il y a forcément une couille. Est-ce que la bête de naine, elle serait pas capable de, comment dire, de trucher, de tricher sur l'accord? Parce que comme elle apparaît au moment de signer un pacte, on se dit que ça a un rapport. Elle peut pas juste être là pour dire «Oh, le pacte est là» et tout. Peut-être que c'est quelque chose qui oblige les gens à respecter le pacte. Peut-être que c'est quelque chose qui ne l'oblige pas, justement, lui, à respecter le pacte, à rajouter des conditions cachées, je ne sais pas. Mais il y a forcément un lien, comme le dit le garde, il y a une contrepartie, il y a quelque chose. Qu'on ne voit pas, mais il y a quelque chose. Et puis on revoit le premier prince, ou plutôt, pas le premier prince, mais des gardes, le chef de la garde du premier prince, qui va tenter, de ce qu'on comprend là, d'empoisonner le neuvième prince. Bon bah, de toute façon, ils sont obligés de le faire de façon un peu discrète, parce qu'en théorie, ils n'ont pas le droit, hein. Les gardes et les princes n'ont pas le droit de s'entretuer. C'est vraiment du faux cul, parce que tu sais très bien que c'est pas un mec lambda qui va se pointer devant le prince et le buter, c'est forcément des gardes ou le prince lui-même, et il va tenter ça avec un poison qu'il a mis dans sa chaussure. Plutôt subtil le truc, hein. Alors visiblement, c'est un truc qui était utilisé par là, enfin qui était en test, mais qui a pas fonctionné. Peut-être parce qu'il est trop mutagène. Ce qui pourrait être une piste pour dire que si jamais il le lâche, ça pourrait devenir explosif et aller plus loin. Si le virus, il peut muter, là, il a une limite. Il connaît sa limite. Il dit, voilà, il a une portée limitée, il dure tant de temps, il fait tel symptôme, mais si jamais il mute, il est hautement mutagène, ça se trouve, quand il va le lâcher, il va devenir encore plus pété. Et c'est peut-être pour ça qu'ils s'en sont pas servis. Il y a bien une raison pour laquelle l'armée a créé un truc comme ça, et finalement c'est dire, bah non, finalement on va pas le faire, c'est pas juste par altruisme en disant, oh, ce serait méchant pour l'humanité d'utiliser un poison. Non, il y a autre chose. Et là, il a réussi à trouver un système pour le mettre dans sa chaussure. Il va visiblement le faire pour le 9e prince, afin de le tuer de la façon la plus discrète possible, parce que comme ça ils seront pas suspectés, on croira que c'est une bête maladie qui l'a tué. Mais je pense vraiment que ça s'arrêtera pas là. Je pense pas qu'on va avoir le mec qui se pointe dans le bureau du prince, le prince qui meurt au bout de 24 heures, on va dire à peu près, et personne qui se doute de rien, et tout va bien. Il y a forcément des conséquences qui vont avoir lieu derrière. Si jamais il arrive jusque-là, parce que si ça se trouve, il sera cramé avant, c'est possible, peut-être la bête de naine va le voir, peut-être d'autres personnes avec du naine vont le repérer, on verra. Et puis il y a tout le délire autour du 11e prince, parce que vous le savez, le 10e prince, il est mort en essayant de s'enfuir, c'est sa bête de naine qui a pris sa place. Alors je me rappelais pas de tout, mais visiblement tout le monde est au courant. Tous les gens qui ont vu ce personnage-là savent que c'est plus le prince et que c'est la bête de naine, et ils veulent visiblement tout faire pour aider le 11e prince à accéder au trône. Ce qui est pas dans les prérogatives normalement du 10e prince, donc je vois pas pourquoi ils font ça, mais bon, pourquoi pas. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'il y a les services de renseignement qui sont là et qui vont l'aider. Pour une raison hyper louche en plus. Le mec, il dit qu'il est tombé amoureux de Senritsu. C'est Senritsu, c'est ça? Alors, je veux pas faire ma pute, hein. Je veux pas faire ma langue de pute. Mais, quand tu... Il le connaît pas, on est d'accord, il le connaissait pas, il l'a juste vu physiquement. Bon, c'est dur d'imaginer un coup de foudre avec Senritsu, honnêtement. C'est compliqué. Que tu tombes amoureux de lui pour plein de raisons, voilà, encore une fois, le physique compte pas, mais quand même, c'est pas un cadeau. Donc, j'ai l'impression que... Ah bon, après, c'est pas aussi à cause de sa musique, tout ça, mais j'ai l'impression que
On peut pas le croire, en fait. C'est parce que, et de toute façon, même lui, il doute, et c'est normal qu'il doute. Les services de son renseignement sont censés être impartials, et lui, il est en train d'aller à l'encontre de son rôle de renseignement pour aider à tuer des princes. On n'en est plus au point de soutenir une personne, de l'aider à survivre. On en est là à faire un plan pour tuer le 7e prince. C'est pas rien. Et en plus, il a tout orchestré. Moi, je sens le truc de pute, là. Je sens qu'il y a anguille sous roche, il y a baleine sous gravillon. Ce mec-là, même si avec les battements de cœur, il s'en est pas rendu compte, il est pas fiable. Si ça se trouve, il est manipulé par un autre naine. C'est possible. On l'a vu, ils ont montré un truc à propos du 11e prince, qui avait un truc de naine dans le dos. Il pense que il s'est fait manipuler, qu'il y a un truc, et que c'est pour ça qu'il est si sûr de lui qu'il peut utiliser le pouvoir plusieurs fois, mais que s'il l'utilise plusieurs fois, il meurt. C'est possible que ce soit vrai, tout ça. Mais par contre, je me dis que lui, bah, il a peut-être la même chose. Il y a peut-être un truc qui fait que les battements, il croit ce qu'il pense, il croit ce qu'il dit, mais en fait, en réalité, non, quoi. C'est tout à fait possible d'avoir un truc comme ça, où il est tellement endoctriné, où il est tellement manipulé, que les battements du cœur ne permettent pas de détecter s'il ment ou pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, et je me dis qu'à un moment donné, ça va partir en sucette avec lui. C'est pas possible que le mec soit aussi gentil et aussi serviable, alors que c'est pas son rôle. Il explique que c'est pour le bien du pays et tout ça. Ouais, pipo, hein. C'est Senritsu qui fait du pipo normalement, mon gars, hein. Ça marche pas, ça. Même lui, il doute, mais ils vont quand même marcher à fond. Ils vont quand même marcher à fond. Et là, ils ont un plan qui est intéressant. Ils veulent en fait monter, pour moi c'est ça, ils veulent monter les princes les uns contre les autres. Donc ils vont faire la fausse lettre avant sa mort du 10e prince, et ils vont en donner à chacune des personnes. Et comme lui sera présent à chaque fois, il va pouvoir voir leurs réactions, voir comment ils vont réagir. Et en fait, c'est des trucs pour donner des infos à droite et à gauche. Et il y a la première info qui est intéressante, c'est quand il la donne au premier prince, qui a l'air de dire que c'est pas forcément... C'est pas qu'il dit pas que c'est pas intéressant, mais ouais, t'as l'impression en fait qu'il le prend un peu pas par-dessus la jambe, mais en tout cas il veut rien laisser paraître physiquement, sauf que il fait une bêtise. Il fait une bêtise puisqu'il va dire qu'il va parler de la loi martiale. Et c'est vrai que, rappelez-vous, le premier prince, il dirige l'armée. Soyons clairs, il influence tellement l'armée que si jamais il y a la loi martiale qui est décrétée, c'est lui qui est aux commandes. Tu te demandes même pourquoi il l'a pas déjà fait. Alors il a fait un truc en imposant des gardes à lui dans tous les trucs de prince. Il a déjà fait ça. Mais là, la loi martiale, ça serait encore plus fort. Et il serait quasiment assuré de gagner s'il fait ça. Donc là, il a dévoilé une partie de son plan. Qu'on pouvait se douter qu'il avait en réserve. Mais si jamais il y a d'autres princes qui meurent, il peut instaurer la loi martiale. Ce qui serait aberrant, parce que le but c'est quand même que tout le monde meure sauf un. Donc en fait, tirer à l'encontre de la volonté du roi en faisant ça. Mais je pense que ouais, il réfléchit à la loi martiale. Et le 7e, là, lui, il fait comme s'il s'en foutait, mais tu sens que c'est pas le cas. Tu sens que c'est pas le cas. Il y a une idée derrière la tête. Il a quelque chose derrière la tête, on ne sait pas quoi encore. Mais bon, le mec, il est quand même en grand danger, parce que là, ils veulent utiliser la technique. Là, le 10e et le 11e, là, ils veulent utiliser une technique qui permet... Enfin, ils veulent utiliser le pouvoir du 11e pour faire des tunnels, vous savez, afin de l'endormir, l'enfermer, le balancer à la mer, et du coup il mourrait comme est mort le 10e prince. Les plans sont en train de se mettre en place. Les plans sont en train de se mettre en place des uns et des autres, là, avec les trahisons en cours et tout ça. Moi, je suis incroyablement satisfait de ce genre de choses. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Et puis à la fin, on a la lettre de Kurapika, hein. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, sa lecture, je sais pas trop ce qu'il va y avoir comme info, mais bon, on verra ça peut-être la semaine prochaine, en espérant vraiment que on parte pas sur autre chose, parce que moi je veux qu'on reste sur la succession. J'aime beaucoup le reste, mais la succession c'est tout qui m'intéresse le plus. Il y a tellement de coups de pute à droite à gauche, tellement de trahison et tout ça, moi j'adore. J'adore ce genre de choses, donc je suis content qu'il y ait ça. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire pour ce chapitre-là. Alors encore une fois, je le répète, hein, je ne me considère pas comme un expert de Hunter x Hunter. Je ne suis qu'un fan qui regarde et qui donne son avis sur les chapitres et ce qu'il voit. Donc il y a des choses sur lesquelles je peux me tromper, il y a des choses que je peux mal comprendre, il n'y a pas de souci. Ne prenez pas ce qui est dit dans cette vidéo pour argent comptant. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais je me suis trompé, si jamais vous êtes d'accord avec ce que je pense. Voilà, là il y a tellement de choses à dire que lâchez-vous, c'est le but aussi de la zone commentaire et des vidéos en eux-mêmes, c'est de pouvoir échanger avec vous, donc faites-vous plaisir et faites-le. En tout cas, merci à vous d'avoir été au bout de cette vidéo, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!